Sarah sortit du bureau après une journée de plus au ministère et rentra chez elle à pied. Les rues étaient bondées à cette heure-ci de la journée. Sur la route, seulement quelques voitures. Depuis les nouvelles lois, les voitures étaient interdites pour des trajets de moins de 5 kilomètres. Par contre, les trottoirs étaient noirs de monde et les pistes cyclables étaient devenues les nouveaux lieux d'embouteillage. Dans la rue à gauche du ministère, que des magasins de vêtements. Toutes les vitrines se ressemblaient, remplies de mannequins taille 34 ou 36. Les autres tailles n'existaient plus, sauf pour le gouvernement du pays. Ces mannequins la regardaient avec insistance. Ils fixaient son ventre, ses cuisses. Des supermarchés, il en restait 5 en ville, et étaient scrupuleusement contrôlés par les autorités grâce aux tickets de rationnement. Les autres succursales avaient été réhabilitées en salles de sport, affichant une fréquentation moyenne de 99%. Sarah, elle, bénéficiait de la carte du ministère et pouvait donc se servir sans modération et n'avait pas l'obligation de se présenter à la salle du sport. Les écrans publicitaires lumineux avaient été remplacés par d'énormes affiches en papier recyclé, protégées sous d'énormes plaques de verre. Sur ces affiches, des pubs, réalisées par des influenceurs du web prônant la minceur. Dans le quartier résidentiel de la ville, les maisons étaient entourées de verdure et le reste des infrastructures de la ville avait été entièrement repensé en termes de verdure. La maison de Sarah était la plus grosse du quartier, héritée à la mort de ses parents. Les parents de Sarah étaient à l'origine de la réforme mise en place dans tout le pays depuis 10 ans au moment où, écologiquement et économiquement, le monde n'allait plus tenir longtemps. Grâce à son texte de loi, son père était monté à la tête du gouvernement et avait dirigé le pays jusqu'à sa mort. Sarah, ne souhaitant pas ce poste, ne partageant pas la façon dont son père avait pris le pouvoir, resta, par obligation, dans les départements ministériels que lui avait attribués ce dernier. La jeune femme ouvrit la porte de sa maison, et elle traversa celle-ci, entièrement blanche, la peinture de couleur étant interdite à la vente, devenue trop polluante. Elle finit dans la salle de bain où elle se déshabilla devant son miroir, blanc. Tout était blanc, dans les maisons et dans les villes, car après une crise écologique et économique, tout avait été repensé et le blanc avait été choisi pour plus d'homogénéité, d'hygiène. Elle fixa son ventre et ses hanches, comme les avaient fixés plus tôt les mannequins dans les vitrines, les gens dans la rue. Son corps la dégoûtait, et le monde qui l'entourait la compressait de plus en plus. Partout dans les rues, les lieux publics, sur Internet, les réseaux sociaux, une société idéale lui apparaissait et commençait à l'influencer, elle aussi. Elle prit la balance et posa ses pieds dessus. Le nombre 70 apparut au-dessus de ses orteils. À la vue de ce nombre, elle prit la balance et la jeta dans le miroir. Dans les fissures de la glace, on pouvait lire le mal-être qu'elle ressentait depuis des mois. Les formes de son corps, trop différentes de celles des autres. Après une nuit de réflexion, elle partit travailler au ministère avec une idée en tête, récupérer le règlement du pays. Dans le hall d'entrée se trouvait un énorme panneau blanc sur lequel étaient écrits en noir les lois du père de Sarah. Tout le monde doit pouvoir porter des vêtements de taille 34 ou 36. Pour les trajets de moins de 5 kilomètres, il est interdit de prendre la voiture. Ça se fera à pied ou à vélo. Des tickets de rationnement seront distribués pour permettre à chacun de manger peu et sain. Une séance d'1 heure de sport par jour sera imposée à tous. En 2030,
Cette affiche avait été collée après la présentation du plan de son père pour sauver un État au bord du gouffre écologique. Les influenceurs prônaient un idéal de minceur et le monde avait décidé de les suivre et de faire de leur corps un modèle. Ce projet avait été imaginé après cette vague d'influence avec une seule devise. La minceur est plus qu'un idéal, c'est une solution. Le père, déjà haut placé dans le gouvernement, avait prouvé que c'était la seule solution pour sortir d'une crise écologique. La taille 34 permettrait d'utiliser moins de tissus. Les trajets sans voiture diminueraient le taux de CO2. Les rations alimentaires pourraient éviter le gaspillage. La surconsommation et le reste pourraient être donnés au tiers-monde. Après sa lecture, Sarah prit un des prospectus posés sur la table du hall et monta dans son bureau. Sa vie allait changer. Elle allait suivre la loi. Après 2 mois à manger 3 pommes et 2 carottes par jour, à faire du sport, ne plus utiliser la voiture et mettre son corps à rude épreuve jusqu'à l'extrême, la balance affichait 55 kilos pour 1,70 m. Mais c'était l'engrenage. Sans cesse se comparer au corps des autres, ne penser qu'à ça, et finir par devenir plus corps qu'humain. La solution de départ partait d'une bonne intention, mais, à force, avait réduit l'humain à l'uniformité et la transparence. Sarah, elle, continuait sa quête vers une minceur maladive qui avait emparé toute la population. Chaque jour, devant la glace, elle traquait le moindre bout de gras, même un ventre plat la dégoûtait. Il n'était jamais assez plat, et la maladie qu'elle avait développée la poussait à ne jamais se satisfaire d'un corps pourtant déjà trop mince. Chaque passage sur la balance ou chaque regard dans le miroir entraînait une rage en elle, accompagnée de larmes. Pour chaque bouchée, même de fruits ou de légumes, son cerveau se transformait en calculatrice. Et le nombre de calories avec le nombre d'exercices à faire pour les perdre apparaissait dans sa tête comme une obsession. La moitié de la population était en anorexie morbide. Et Sarah en faisait partie maintenant. Elle faisait la file au comptoir des denrées alimentaires. Devant elle, une mère et ses 2 enfants de moins de 5 ans qui avaient du mal à marcher sur leurs jambes, si fines. Derrière, un vieil homme lui sourit. Sa dentition était le témoin de la dérive que vivait l'humanité pour essayer de survivre sur une terre qui, écologiquement parlant, n'en avait plus la force. Le problème est que Sarah était aveuglée par son corps et par les chiffres donnés par le gouvernement, comme une population entière qui, elle, n'avait d'autre choix que de suivre ses décisions. Arrivée devant le jeune homme chargé de la distribution, elle donna son ticket pour 2 jours. Sur la table, il posa 4 pommes, 500 millilitres de thé noir et 5 carottes. Elle sortit sur la grande avenue où des affiches avaient été installées sur les immeubles blancs pour montrer aux habitants les chiffres positifs qui ressortaient de cette réforme depuis 10 ans. Elle marcha encore 7 minutes dans une ville à la fois bondée et bizarre. La blancheur des bâtiments et la transparence des gens donnaient l'impression d'être un animal dans un zoo, seul, mais entouré de gens qui t'observent et que tu ne comprends pas. Sarah poussa les énormes portes d'un bâtiment sur lequel des lettres rouges formaient le mot « hôpital ». Ça faisait 2 mois que Sarah n'avait pas eu ses règles. Une médecin l'ausculta avant de lui dresser un constat rude. « Voilà, vous n'aurez plus vos règles. »« Et donc, il n'y a rien à faire ? Je n'aurai plus mes règles. Pas d'enfant. »« Non. Mais voyez le bon côté des choses.
Faire des enfants n'est ni écologique ni économique. Vous rendez service au monde. » Ces paroles avaient sonné comme un électrochoc dans la tête de Sarah. Elle regarda son ventre, et c'est comme si elle ouvrait enfin les yeux sur la réalité qui était face à elle depuis plus de 5 mois. « Alors, vous êtes vraiment payé à faire ça ? Le métier de médecin, maintenant, se résume à ausculter les gens et leur dire « Vous n'avez plus vos règles, vous avez fait un malaise, mais ce n'est pas grave, vous êtes mince, et puis c'est écologique et économique. » Elle s'arrêta pour laisser passer un petit rire nerveux avant de reprendre. « Ils nous ont fait quoi ? On effectue tout ce qu'ils nous demandent de faire, sans rien dire. Des robots ? » Elle se leva brusquement, en vacillant un peu sur ses jambes beaucoup trop flasques, et partit en direction de chez elle. Elle passa la soirée à chercher comment se venger de ce gouvernement qui l'avait ruinée, elle et les autres. Le lendemain, elle téléphona au ministère pour se mettre en maladie. Elle n'avait pas l'intention de passer des journées de plus avec des gens qui avaient organisé le déclin de la société sous prétexte qu'ils seraient moins violents que l'addition qu'allait nous faire payer la nature. La jeune femme rejoignit le ministère, mais du côté hautement sensible qui abritait ce genre d'affaires. L'accès lui était autorisé grâce à son nom de famille, qu'elle trouvait pourtant si peu flatteur, encore plus maintenant. Elle pénétra dans les bâtiments pour récupérer des dossiers hautement confidentiels, tels que les documents sur des affaires anciennes, soigneusement cachés par le gouvernement. Chez elle, elle resta enfermée pendant 3 jours pour préparer un tas de documents, de prospectus et d'affiches. À 8 heures le lendemain, son réveil sonna, et à 11 heures, d'énormes affiches avaient été disposées au-dessus des affiches déjà existantes. C'étaient celles de Sarah. Dessus, des articles de presse classés secret défense expliquaient que les Barbies avec lesquelles jouaient les enfants étaient anormalement constituées et qu'une Barbie ne pourrait accueillir un enfant dans son ventre. D'autres montraient les corps cadavériques des gens pendant une famine africaine, des corps identiques aux leurs, mais qu'on appelait à l'époque malnutris, cadavériques, en maigreur morbide, et qu'on essaie maintenant de faire passer pour normaux, comme solution. À 14 heures, des feuilles avaient été placardées partout dans la ville, marquées de phrases choc, comme une provocation envers le gouvernement, mettant des mots sur ce que les gens avaient trop longtemps ignoré. Dans la ville, un joli capharnaüm se mettait en place. Tous les habitants se précipitèrent pour lire les affiches. Chacun lisant ça avec beaucoup d'attention, mais, après lecture, tous les visages se réduisaient à l'incompréhension. Au ministère, c'était déjà l'ébullition pour faire taire ce qui pourrait mettre en danger toute la nation. Et Sarah était déjà l'ennemi numéro 1 d'un gouvernement occupé à enlever tout ce qui était susceptible de déclencher une guerre civile dans les rues. Elle était rentrée à la maison pour préparer une dernière chose qui lui permettrait de survivre après une condamnation à mort certaine. Elle avait laissé la télé allumée pour suivre, en temps et en heure, la traque qu'ils avaient commencée pour la retrouver. Après avoir imprimé plus ou moins 500 prospectus dénommés « La dictature de l'apparence », elle se couvrit d'une cape et d'une paire de lunettes de soleil et partit distribuer ce qui pourrait sauver l'humanité de la déchéance. La ville avait des airs de guerre civile. Les gens étaient dans l'incompréhension, ils avaient peur, et le gouvernement, lui, sentait que la fin était proche. Ils avaient essayé de faire tenir debout tout un système avec des élastiques distendus qui auraient pu craquer à tout moment, mais ce fut Sarah qui les coupa, faisant dérailler un gouvernement qui réduit l'homme à tout sauf à un humain. Sarah marchait dans la ville, sans aucune peur au ventre. Elle était bizarrement détendue. Elle savait ce qui l'attendait, mais
Elle savait aussi ce qu'elle était en train de laisser derrière elle. Après avoir passé son après-midi dans la ville à remplir 3/4 des boîtes aux lettres, la police très stricte qu'avait formée le gouvernement l'avait repérée pendant une patrouille. Connaissant son destin, elle voulait mourir dignement et entama une course à travers la ville pour se rendre au ministère. Arrivée en ayant réussi à échapper au gouvernement, elle se positionna au milieu du hall et cria « Je suis là !» Dans la seconde, des policiers la menottèrent en la plaquant au sol. Le président, immédiatement prévenu, sortit de son bureau pour se retrouver face à elle. « Comment avez-vous osé trahir votre père? Et vous, comment avez-vous osé continuer son immonde travail? Vous êtes des monstres. Vous avez réduit l'humanité à des zombies, sur base de critères sociaux débiles, bien trop ancrés dans une société trop fragile. Comment avez-vous pu faire croire pendant 10 ans avec mon père que votre solution était viable? On était de toute façon foutus. Toutes les ressources étaient épuisées, et nous aussi. Maintenant, tuez-moi, j'en ai plus rien à foutre. Vous vous êtes attaqué à mon droit de donner la vie. Vous vous êtes attaqué à mon droit de vivre. Au moins nous, on a essayé de faire quelque chose au lieu d'attendre que tout le monde meure. C'était aux gens à décider de continuer à se battre pour survivre ou pas. Vous ne me laissez pas le choix. Tant que vous serez en vie, vous nous empêcherez de continuer à essayer de sauver l'humanité. C'est vous qui dites ça? Mais allez-y, tuez-moi. De toute façon, ça ne changera rien. Je leur ai donné les armes, à eux de se battre. Et elle fut emmenée dans un endroit discret pour éviter les polémiques. Pendant ce temps, les petits papiers dans les boîtes aux lettres se lisaient, petit à petit. Sarah avait pris soin de noter tout ce dont les citoyens avaient besoin pour faire face au gouvernement, et avait payé des gens pour mener cette révolution naissante à son terme.